nous, on en a fait 350 opérations et on est en mesure de vous apporter des conseils au-delà de ce que vous auriez comme idée de faire une première acquisition, par exemple. C'est jamais simple, une acquisition, jamais. On fait pas ça comme on va acheter une baguette de pain et il faut se poser les bonnes questions parce qu'il y a peu de portefeuilles à la vente. Si au travers d'une acquisition, vous faites une erreur, vous le payez deux fois. Ça va vous enlever la possibilité d'en acheter d'autres derrière. D'autres, de l'autre côté, ça va vous enlever l'envie d'en acheter d'autres. Voilà. Notre deuxième activité, c'est la transaction, donc l'achat et la vente. Donc l'accompagnement à l'achat, l'accompagnement à la vente, déterminer vos critères, chercher des cibles et vous les présenter au travers du site internet assurdeal.com, mais aussi au travers de chasse. Pour ceux qui ont des ambitions très élevées et très précises en termes de portefeuille, à ce moment-là, on est en capacité de définir avec vous un process de sélection de portefeuille, de vous les présenter et de vous aider à les concrétiser. Voilà, je disais tout à l'heure, on a réalisé 350 opérations, voilà, qui sont pour la plupart bien passées. Une s'est passée un peu de travers, mais c'est pas lié à notre accompagnement. C'est que le courtier avait préféré faire cette opération tout seul. Alors, comment acheter en toute sécurité? Je prends toujours l'exemple du T3 à Paris à 500 000 euros parce que je vois souvent, ou en tout cas régulièrement, des courtiers venir vers moi et me demander un portefeuille. Et la plupart du temps, c'est toujours la même demande. Dans ce cas précis, c'est je cherche un portefeuille entre 250 et 300 000 euros de commission et localisé à un endroit précis sur 3 risques. C'est tout. Et ma demande est celle-là, c'est juste contraint. Voilà. Je vois qu'il y a certains qui n'ont pas de son, donc j'ai pas de solution puisque certains ont du son. Bon, désolé. Ah, deux personnes n'ont pas de son. On fait une vérification technique. Non, le micro est branché. Bon, il y a plusieurs personnes qui écrivent. Ok. Le son, ok. Bon, donc on continue. Donc le fantasme de la. Voilà. Merci pour les conseils que les uns et les autres donnent aux autres. Le fantasme de celui qui cherche un portefeuille, c'est de chercher un portefeuille. Je cherche ça. Ça, c'est quand on est très déterminé sur les contours précis de ce que l'on veut, c'est le meilleur moyen de ne jamais trouver ce que l'on cherche. J'en ai comme ça depuis 10 ans qui me demandent les mêmes choses. Et donc, c'est pour ça que je prends l'exemple du T3 à Paris à 500 000 euros. Pour les provinciaux, 500 000 euros, c'est juste pour dire que ça n'existe pas à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est juste pour dire c'est une fable systématiquement. Donc, pourquoi continuer à s'obstiner à chercher un modèle? Moi, mon conseil, pour avoir accompagné beaucoup d'opérations d'acquisition, c'est de privilégier la régularité. C'est d'acheter régulièrement de petits et moyens des portefeuilles qui se présentent, mais très ciblés sur exactement et précisément ce que vous cherchez et ce qui va apporter à votre stratégie une valeur ajoutée. C'est surtout ça ce qu'il faut bien prendre en compte. C'est les petits portefeuilles. Pourquoi? C'est parce que ça a l'avantage d'être intégrable facilement, de limiter la possibilité de chute derrière, et puis troisièmement, c'est moins cher, donc c'est plus facile à financer. Donc ça veut dire que si vous achetez plusieurs fois par an des portefeuilles, tout à coup, vous vous retrouvez avec un portefeuille qui croît réellement. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je répondrai à toutes vos questions dès qu'on sera à 17h30 comme convenu. Alors, quoi regarder aussi quand on achète pour éviter les écueils? Vous savez que la réglementation que subit le courtage, ou en tout cas l'assurance dans un sens général, et le problème vient souvent
non-vérification. Hein, c'est l'emballement, comme il y a peu de portefeuilles à la vente, l'emballement, c'est de dire on le paye un peu plus cher, bon, bah, ça, c'est la loi du marché, mais surtout, on est moins vigilant sur ce que l'on devrait vérifier de manière obligatoire, c'est-à-dire est-ce que le cabinet a protégé ses données au travers de procédures RGPD précises, est-ce qu'il a un registre des traitements à jour, et deux, est-ce que ses collaborateurs ont suivi les préconisations des DA et notamment la formation pour être certain que les contrats que vous achetez soient bien transférables. Parce qu'un portefeuille qui aurait été constitué avec des gens non formés, en tous les cas non en réglementation des DA, pourrait être requalifié demain et les affaires pourraient être annulées. Donc c'est vraiment un sujet important pour vous, quand vous achetez un portefeuille, de bien regarder le mode de production. Est-ce qu'il y a des mandataires et si ces mandataires, au cas où, ont-ils un droit de suite sur la vente? Parce qu'on n'y pense pas forcément, mais certains portefeuilles que j'ai pu voir de loin avaient trois mandataires. Les mandataires se sont sentis investis d'une mission, c'est d'aller secourir les clients qui n'avaient plus leur courtier et d'aller pomper 40% des affaires du portefeuille qui venait d'être cédé. Donc, être vigilant là-dessus. Quoi éviter, c'est la précipitation. Ça, c'est la règle numéro un. Quand un portefeuille se présente, vous en avez plusieurs qui vont arriver derrière. C'est pour ça que acheter plusieurs petits permet justement de ne pas être dans cet état d'urgence qui généralement pose des problèmes à celui qui achète parce qu'il va être prêt à payer n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire sans les vérifications. D'ailleurs, quand on achète un portefeuille, nous préconisons toujours l'accompagnement d'un avocat ou d'un conseil qui va rédiger les promesses et les actes de cession, juste pour vérifier absolument tout. Une information que l'on ne vérifie pas toujours, mais qui a été à l'origine du seul écueil qu'on ait eu sur les 350 opérations, c'est vérifier les inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce. Bon, ça paraît simple, mais si vous ne le faites pas, effectivement, il y a un risque que le portefeuille soit saisi à un moment donné, au moment de la transaction, et que vous ayez, si vous avez déjà payé une partie, que vous ayez perdu ce que vous avez versé. Donc, c'est quelque chose qui, entre le moment où vous faites signer la promesse et l'acte définitif, vous devez exiger qu'il y ait la fourniture par le cédant d'un document. C'est un relevé d'inscription auprès du greffe du tribunal de commerce qui vous donne les inscriptions des privilégiés et super privilégiés, donc tout ce qui est URSSAF et impôts, qui ont droit sur le portefeuille. Donc n'hésitez pas de toute façon à me poser vos questions et j'y répondrai, et puis on pourra de toute façon poursuivre la discussion plus tard. Package chips. Quand on vend un portefeuille, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des courtiers qui me disaient écoute, je pars à la retraite là dans 15 jours, j'aimerais vendre mon portefeuille au mieux. Est-ce que vous pouvez le vendre aussi vite? Oui, ça, on peut vendre en 48 heures, on peut trouver un acheteur, puis après, ce sont les procédures d'usage, de contrôle, mais en tous les cas, on peut trouver des acheteurs. La seule chose, c'est que je parle du package chips parce que quand vous vendez votre voiture sur la centrale.fr, j'ai une seule question. Est-ce que vous laissez le package chips ouvert sur la banquette arrière avant d'aller le présenter à votre acheteur? Non. Vous faites pas le Paris-Dakar avec de la boue sur la voiture avant d'aller mettre en vente votre portefeuille, votre voiture. Et pourtant, c'est ce que vous faites pour votre portefeuille, par contre. Qui fait un portfolio staging? Portfolio staging, c'est exactement comme dans l'immobilier. Quand vous allez vendre votre appartement, vous mettez au propre le portefeuille. D'accord? Ça, c'est notre métier. On vous accompagne. Ce sont des procédures. C'est pour ça qu'on a des relations à 2-3 ans avec les courtiers avant la cession. Parce que, effectivement, on est orienté sur la mise en forme et en valeur. Comment? Alors, c'est pas simplement
de vérifier s'il est à jour au niveau RGPD et DDA. Ça, c'est prioritaire, c'est essentiel, c'est la première vérification qu'il faut faire. Mais c'est, je l'ai écrit, anticiper en se délestant. Vous avez des risques qui vont être le point de friction avec vos acheteurs. Et c'est toujours intéressant de mettre son portefeuille strictement dans les formats qui sont achetables par les vendeurs, par les acheteurs, pardon. Donc ça, c'est important. Et nous, on connaît effectivement ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. On peut vous accompagner, ne serait-ce que là-dedans, c'est-à-dire vous apporter ce conseil de dire, si vous taillez un peu la pierre, à ce moment-là, vous aurez plus de ventes ou en tous les cas, un meilleur prix de cession. Et le bon à savoir dans la responsabilité, c'est sûr que si vous vendez un portefeuille ou grevé d'inscription ou non à jour, s'il y a une attaque d'un organisme sur votre acheteur, sachez que par répercussion, vous allez aussi être concerné pour le sujet. Donc, voilà, c'est peut-être l'occasion de faire les vérifications avant. Certes, quand je dis acheter avant de vendre, c'est un élément clé aussi du portfolio staging qu'on propose. C'est que effectivement, on propose de se délester de certains risques qui ne sont pas cohérents dans une présentation optimale de votre portefeuille. Mais à côté, on peut aussi acheter pour renforcer certains risques qui sont insuffisants en volume. On peut acheter ces petits risques parce que de toute façon, si vous avez anticipé à 3 ans ou à 2 ans, vous ne serez pas perdant en les acquérant. Voilà. Donc c'est vraiment une méthodologie qu'on propose et pas simplement d'intervenir au moment d'un achat ou d'une vente. C'est de réfléchir avec vous à l'optimum de votre portefeuille. Et on en arrive à quelque chose qui est pour nous très important, qui arrive à toutes les phases et qui arrive même hors phase. C'est la valeur de votre portefeuille. Et d'ailleurs, quand je croise un courtier, journée du courtage ou dans une réunion quelconque, la première question qu'il me pose, bon, après, avez-vous des portefeuilles à vendre? Ça, c'est la toute première. Mais juste après, c'est que vaut mon portefeuille? Que vaut mon portefeuille? Combien je peux estimer un risque santé individuel? Donc, ça ne peut pas se limiter à ça. Ça ne peut pas se limiter à ça. Plusieurs facteurs interviennent dans la valeur de votre portefeuille, dans celui que vous souhaitez acquérir. Ça va être, on l'a dit, tout ce qui est RGPD, TDA, bien sûr, parce que ça suppose que ça puisse être remis en cause demain dans la valeur de votre portefeuille par des attaques. On me dit souvent, mais le RGPD, on est trop petit, personne, on n'est pas concerné. Un gros réseau d'agents immobiliers a vécu ce drame sur le RGPD, ce drame entre guillemets, où c'est effectivement pas la CNIL qui est venue contrôler d'elle-même, c'est une dénonciation d'un de ses clients mécontent. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes certain de n'avoir jamais eu un client mécontent? Voilà. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Donc, dans l'évaluation, il y a effectivement l'impact des modes de production. Est-ce que vous travaillez avec des mandataires, par exemple, ou est-ce que le portefeuille que vous souhaitez acquérir a des mandataires? Est-ce qu'ils veulent conserver le portefeuille ou au moins la relation? Il y a un autre impact, c'est la qualité des fournisseurs. Tous les fournisseurs n'ont pas la même cote. Et donc ça, c'est un élément clé aussi à mettre en avant pour l'évaluation. Voilà. Il y a aussi un autre élément, c'est la durée des contrats. La durée de contrat, en fonction des contrats, du type de risque que vous avez ou que vous souhaitez acquérir, la durée du contrat est primordiale. On sait que certains risques, anciennement la santé avant 2013, avant l'ANI, mais aussi l'assurance vie, ou l'emprunteur, qui était pour beaucoup des rentes de situation. Et
j'en ai pratiqué comme ça aussi. C'est fini. Les rentes de situation en assurance n'existent plus. Ainsi, on peut plus acheter un portefeuille juste pour les commissions qu'il génère à cause de ça, parce que ça n'est plus une possibilité de conservation sur 15 ans. Un emprunteur, ça peut être mis en cause aujourd'hui. Donc la valeur du contrat compte, parce que si le contrat est médiocre ou moyen, ou il a changé, à ce moment-là, il risque de se faire attaquer plus fortement et donc de perdre la durée de vie du contrat. Là, il y a aussi quelque chose qui impacte considérablement, c'est le CSP, la catégorie socio-professionnelle, parce que si vous avez votre cabinet qui est calé sur une certaine catégorie de clients, ça va être compliqué d'intégrer une nouvelle catégorie parce que vos collaborateurs sont peut-être pas formés à ça, et puis les produits ne seront peut-être pas adaptés. Donc, il y a de vraies questions à se poser. L'évaluation, elle n'est pas en one shot, elle est sur la durée. Voilà, dans quelques minutes, on va en arriver aux questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer dès maintenant. C'est important de pouvoir échanger. Sachez de toute façon que au-delà de ce webinaire, on est à l'écoute de vos questions. On n'a pas de science infuse, on n'a pas de certitude, on a juste un peu d'expérience et qu'on est prêt à diffuser auprès des courtiers pour continuer à apporter un savoir-faire sur la durée. Notre positionnement, il est aujourd'hui sur les petits portefeuilles, sur les moyens portefeuilles, jusqu'au portefeuille intermédiaire. Pourquoi on est positionné sur cette catégorie? C'est tout simplement parce que d'abord, il n'y a personne. Nous sommes les seuls à être sur les tout petits portefeuilles positionnés. Et pourquoi? C'est parce qu'on a automatisé beaucoup de processus. Voilà. C'est pour ça qu'on en fait énormément et il y a une très forte accélération. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, à nous solliciter et on va discuter et mettre en place des stratégies d'acquisition. Donc, j'attends maintenant vos questions. Et ce que je voudrais vous dire à tous, avant de passer aux questions, c'est pensez toujours que votre portefeuille est un organisme vivant. Vous devez de temps en temps couper les branches, de temps en temps tailler des fleurs, parce que c'est ça qui va faire la qualité de votre portefeuille. On n'est plus dans un portefeuille qui est immuable, qu'on prend et 25 ans après on le vend. Ça n'existe plus et en tous les cas, ça n'est pas souhaitable. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous et merci de votre participation. D'accord. Donc, première question, est-ce que c'est une vraie force d'avoir un portefeuille? Alors, je ne comprends pas tout à fait le sens de la question, mais en tous les cas, c'est sûr qu'avoir un portefeuille, ça donne en tous les cas la possibilité de mener des opérations plus facilement, puisqu'il y a normalement deux choses essentielles. C'est un droit d'aller rencontrer les clients, et à un moment où de plus en plus de réglementations verrouillent le démarchage, c'est une bonne chose que de pouvoir avoir un portefeuille, ne serait-ce que pour ça. D'appeler un client en disant je suis votre assureur, ça n'est pas la même chose que de dire je suis un démarcheur. Ça, au niveau de l'impact, ça n'est pas la même chose. Et puis deuxième chose, ça apporte en plus des revenus réguliers. Donc c'est un double effet qu'il ne faut pas négliger. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un portefeuille énorme, mais parce qu'un portefeuille peut servir aussi, en troisième lieu, de recommandation. Donc vous pouvez demander à vos clients de faire de la recommandation auprès de leur famille et amis. Alors, deuxième question. Voilà, je viens tout juste d'ouvrir mon cabinet, donc s'il y en a qui ont des conseils ou autres, je suis preneur. C'est intéressant et merci Léo. Déjà, c'est surtout de ne pas en tous les cas d'expérience, hein, après 30 ans d'assurance, de ne pas attaquer tout de suite
le réseau premier, le premier cercle. Il faut se servir du premier cercle pour avoir de la recommandation sur le deuxième ou troisième cercle de vos relations. Parce que si vous épuisez dès le départ votre premier cercle, c'est ce qu'on voit systématiquement quand les cabinets s'installent. On sait d'ores et déjà, on sait quand c'est comme ça que ça se passe, toute la famille souscrit, les amis, et c'est mort derrière, puisqu'on n'a plus l'effet dynamique des différents cercles. Donc ça, c'est une première recommandation, si je peux. Et deuxième recommandation, c'est d'acquérir de petits portefeuilles, tout petits, avec 50, 100 clients, 200 clients, et de commencer à les travailler et à leur apporter du conseil en cross-selling. Alors, donc j'ai une personne qui souhaite, qui était cédant et qui n'a pas entendu. Donc, je note votre nom et on fera en sorte de vous recontacter en tous les cas. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu entendre. Alors, une autre question, est-ce que la valeur d'un portefeuille santé va diminuer avec l'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle? Et si oui, avez-vous une idée de l'impact? C'est sûr que c'est ce que je disais tout à l'heure, la sécurité sur les commissions des différents produits en assurance est un vrai souci, ou en tous les cas une vraie question. Le portefeuille santé, ça dépend ce que vous avez comme population sur votre portefeuille de santé. Si c'est des populations seniors, je pense que ça va rester assez stable. Mais de toute façon, les portefeuilles santé ne sont plus valorisés comme ils l'étaient il y a quelques années. Donc, je vois mal une forte diminution du prix des portefeuilles de santé dans les années qui viennent. Voilà. Quel est le taux moyen de revalorisation d'un portefeuille? Ça, c'est la première question qu'on me pose quand on me rencontre et qu'on me dit j'ai envie d'acheter un portefeuille, d'après toi, est-ce que ça vaut ça? J'en sais rien. Sincèrement, je donne toujours des fourchettes, mais qui sont plutôt des louches que des fourchettes parce que c'est tellement vaste. Avant, dans mon jeune temps, on disait un portefeuille, ça vaut 2,5, ça vaut 3. Aujourd'hui, on rentre dans le détail de tout. C'est-à-dire que l'IARD n'a plus un taux, l'assurance vie n'a plus un taux, la santé n'a plus un taux. Ça dépend de la qualité du fournisseur, ça dépend de la qualité des souscripteurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de taux moyen de revalorisation des portefeuilles. Ce que je sais, par contre, c'est qu'en ce moment, compte tenu du fait qu'il y a, c'est vrai, de plus en plus de cédants, ça c'est clair, sur les petits portefeuilles, mais aussi énormément d'acheteurs, le prix, en tous les cas, est toujours très élevé. C'est-à-dire qu'on est au-delà de nos estimations. Nous, on estime les portefeuilles, on donne les estimations, et sur le site AssureDeal, comme il y a un phénomène d'enchère, et qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, on explose complètement la valorisation raisonnable du portefeuille, mais ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Est-ce que la valeur d'un portefeuille santé va diminuer avec l'entrée en vigueur de la résiliation? Voilà, c'est une idée de l'impact. C'est la même question posée par une deuxième personne, mais voilà, j'ai répondu. C'est alors voilà. Je compte acquérir un portefeuille de plus de 900 clients. Je travaille en tant que collaborateur depuis 5 ans. Quels sont les risques à prendre en compte? Ça dépend des risques, justement. On travaille en tant que collaborateur depuis 5 ans. Est-ce que ce sont des clients que vous suiviez déjà en tant que collaborateur qui vous sont cédés et vous rachetez le portefeuille que vous suiviez en tant que collaborateur pour vous installer comme courtier, ou est-ce que c'est un portefeuille que vous ne connaissez pas du tout? En tous les cas, au niveau des risques, j'en ai évoqué un bout tout à l'heure. Vérifier si le portefeuille n'est pas grevé d'inscriptions auprès des organismes
privilégiés et super privilégiés que sont les URSSAF, le RSI, les impôts, par exemple, on n'en citait que quelques-uns. C'est très important, cette première chose. Deuxième chose, c'est comment le portefeuille a été constitué. Ça, c'est un élément clé. Est-ce que ce sont des leads qui ont été achetés et que la durée de vie moyenne d'un portefeuille, du portefeuille est de 2 ans parce que les gens ont été appelés au téléphone et ils repartent au bout de 2 ans. Ça, ce sont des éléments clairs à analyser. Quel est le taux de conservation des clients dans le portefeuille? Est-ce qu'il faut pédaler toute la journée pour sauver son portefeuille ou est-ce qu'il y a une certaine stabilité qui va vous permettre de faire croître votre portefeuille? Alors, est-ce qu'on peut acheter un tout petit portefeuille? Bon, bah, là, je vais faire un peu de pub et c'était pas le sens de ma démarche. Mais oui, sur Assurdeal, mais on peut se parler de toute façon. Hein, il n'y a pas de souci pour trouver un petit portefeuille. On en fait beaucoup. La semaine dernière, on en a vendu 6. Cette semaine, on en a vendu 3. Ça va très vite. Ça va très vite, donc il faut qu'on se parle, surtout. Hein. Vous pouvez de toute façon voir ceux qui sont publiés. Il y en a un qui arrive demain sur le site. Petit portefeuille dans la région sud-est. Mais tous ne passent pas sur le site. On fait à peu près 20%, 15-20% sur le site, et puis le reste, ça passe en direct, parce que les gens demandent à ce que ce soit vendu très très rapidement. Alors, bonjour, quel document le cédant doit conserver après la cession de son portefeuille? Ça, c'est une super question. C'est effectivement, alors, il ne peut pas garder d'informations liées aux données personnelles des clients cédés. Ça, c'est la première chose. Déjà, ce qu'il ne peut pas conserver. Il doit conserver uniquement la copie des bordereaux des assureurs qu'il a. Mais notre avocat pourrait mieux répondre à cette question, c'est clair. Il doit pouvoir retracer toute la vie antérieure du dossier. Il doit aussi conserver les sinistres. Alors, pas les sinistres clients, mais les sinistres que le courtier pourrait avoir avec certains de ses clients. Ça, c'est pour son assureur. L'assureur en responsabilité civile. C'est super important de conserver des éléments de preuve qui vous permettent de retracer le parcours. D'accord? Donc, les données personnelles, on oublie. Il faut conserver les données liées au rapport aux relations que vous avez eues avec les assureurs et avec les courtiers qui n'ont pas été avec qui il y avait les clients avec qui il y a eu un souci. Alors, une autre question. Alors, Adamé qui dit que voilà, c'est bien le portefeuille. Donc, ce qu'il faut regarder dans ce cas-là, c'est vous qui souhaitiez racheter 900 clients, donc vous les connaissez particulièrement. Ça, on peut en parler au niveau de l'accompagnement. On a un cabinet d'avocats qui est spécialisé là-dedans et qui peut vous aider à bien établir les règles entre le cédant et vous-même. Donc, n'hésitez pas. Qu'appelez-vous un petit portefeuille? Oui. Alors, j'avais même créé un terme pour ça il y a très longtemps, il y a 20 ans. J'avais appelé ça un micro-portefeuille. Parce que certains disaient des bouts de portefeuille. J'avais appelé ça un micro-portefeuille. Un micro-portefeuille, ça va de 800 € de commission. Ça, on en a de temps en temps, mais je vous expliquerai après comment on les traite. Ça va pour nous, un petit portefeuille, c'est 50, 60 000, 70 000 € de commission. Ah, donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une démarche de fluidifier en fait les transactions de tout petits portefeuilles d'un agent qui a quelques dizaines ou centaines de clients et qui souhaite s'en départir, jusqu'à un courtier il y a des courtiers qui, au bout de 3 ans, s'arrêtent. Par exemple, ils ont 80 000 € de commission et ils souhaitent les céder. Ça, là, c'est notre cœur de spécialité. Jusqu'à 250 000, on est très, très bon.
parce que c'est vraiment là que on est les seuls à agir sur le marché. Juste pour les petits portefeuilles, quand c'est tellement petit qu'on ne peut pas les mettre sur Assurdeal, on a monté une structure de courtage qui rachète les tout petits bouts, qui en fait les verticales et qui les met en vente sur Assurdeal. Que vous ayez un corpus suffisant pour pouvoir aller l'exploiter. Merci de vos questions, en tous les cas. Comment peut-on se protéger contre le fait que les cédants peuvent remonter un cabinet et recontacter leurs clients vendus? Il y a des lois protégeant les acheteurs. Non. Là, clairement, non. Et je ris, mais c'est nerveux parce que j'ai vu des cas où des gens, des courtiers, surtout en collectif, se fassent spolier en espace de quelques mois. Donc, c'est vraiment super important. C'est pour ça que je vous dis, si c'est 10, 15 000 euros de com, bon, il faut essayer d'avoir de votre côté un conseil qui vous aide à régler cette affaire en amont, c'est-à-dire que les contrats soient bien établis. Si c'est un portefeuille un peu plus conséquent, nous on vous conseille de prendre langue avec un avocat. Je dis, nous on travaille avec un cabinet qui est spécialisé et ça permet justement d'éviter ce genre de choses. Pas de l'éviter, mais en tous les cas d'avoir des moyens de rétorsion au moment où ça arrive. Parce que malheureusement, ça arrive. Nous, on refuse certains portefeuilles à la vente à cause de ça. On sent pas trop c'est l'avantage d'être là sur le marché depuis des années, c'est que quand on n'est pas très clair avec le cédant, eh ben, on préfère ne pas faire l'affaire et passer à autre chose. Alors, oui, donc j'appelle un petit portefeuille genre 50-90 clients. Je pense que ça, l'avantage, là je réponds à Léo, qui dit qu'il appelle un petit portefeuille genre 50-90 clients. Ça, c'est l'idéal. Il faut racheter souvent ce genre de portefeuille, réellement. Parce que ça, vous l'achetez simplement, comme si vous achetiez des leads, sauf que vous pouvez l'acheter en totale sécurité parce que ça va vous rapporter de l'argent. Vous êtes sûr d'avoir de l'argent et d'avoir des clients à aller voir derrière. Donc, dès lors que les données clients sont uniquement dans les bases de données des compagnies respectives, comment sommes-nous quand même concernés par le RGPD? Si oui, comment peut-on prouver notre bonne foi sur le fait de conserver les infos clients? Aucune info client. Alors là, j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est par rapport à la question précédente, c'est-à-dire, est-ce que une fois que vous avez cédé la totalité des informations, des données personnelles à votre acquéreur, vous ne conservez plus rien et que en cas de retour dans les 3 années qui suivent la cession, vous n'avez plus rien à montrer. En tous les cas, alors, à la première question, les données clients ne sont pas uniquement sur les bases de données des compagnies, ça c'est clair. Vous êtes co-traitant, donc vous êtes obligé d'avoir, vous aussi, alors comme toutes les sociétés, mais encore plus vous, parce que vous avez des données personnelles liées à l'assurance, donc vous avez obligation d'avoir un registre de traitement. On pourra vous renseigner là-dessus si vous le souhaitez. Et donc, la bonne foi, c'est, encore une fois, je vous disais, si le client, si c'est un sinistre qui est déjà déclaré, il faut conserver les infos. Après, si ce n'est pas un sinistre déclaré, ça remontera par l'acquéreur, qui est lui à qui vous aurez envoyé toutes les informations, et pas uniquement aux assureurs. Alors, hop. Si je cède mon portefeuille d'agent avec qui c'est, puis-je aider les acheteurs de mon portefeuille de courtage pour le développement du portefeuille? Alors, celle-là, elle est bonne. Si je cède mon portefeuille d'agent avec qui c'est, puis-je aider les acheteurs de mon portefeuille de courtage pour le développement du portefeuille? Ça, c'est pas à moi à poser la question, mais c'est l'avocat de la compagnie de votre mandant, parce que vous avez une période pendant laquelle il vaut mieux que vous soyez pas trop parent sur votre portefeuille de courtage. Déjà, portefeuille de courtage, et si en plus vous continuez derrière, ça risque de vous poser le problème vis-à-vis de la compagnie mandante. Donc,
Voilà. Ça, c'est compliqué. Vous pouvez toujours le faire, mais il y a un problème de territorialité de toute façon, et puis de conflit avec le mandat que vous avez signé avec la compagnie. Alors, je continue les questions. Alors, au niveau du financement, comment convaincre les banques? Très bonne question. Et il y a une deuxième question en rapport, sachant que j'ai moins de 30 ans. C'est effectivement compliqué d'avoir un financement pour se lancer là-dessus. Parce que si c'est un portefeuille qui vous est transmis par la personne chez qui vous travaillez aujourd'hui, je serais d'avis, au moins sur une partie, d'obtenir un crédit vendeur. Ça devrait rassurer une banque de savoir que vous êtes soutenu par celui qui vous a vu travailler pendant 5 ans. Aller from scratch avec une nouvelle société, c'est compliqué. Possibilité d'intégrer une clause de révision en cas de chute prononcée pour les cabinets instituts personnels. C'est délicat de pouvoir se projeter, et ce, peu importe la qualité de l'acquéreur. Exactement. Possibilité d'intégrer une clause de révision, oui. Et puis d'ailleurs, je vous conseille même de ne pas payer la totalité du portefeuille dans ce cas-là. Si vous sentez qu'il y a une probabilité ou une possibilité, si vous avez un doute à ce niveau-là, normalement, même s'il n'y a pas de doute, on devrait le faire, c'est-à-dire faire un paiement au bout d'un an, par exemple, sur une partie, sur 20%. Normalement, c'est l'ordre de cet ordre-là. Pour les cabinets, c'est délicat de pouvoir se projeter un peu plus. Oui, c'est vrai, mais ça m'amène à, merci pour cette question, à préciser quelque chose que je n'ai pas précisé au préalable dans l'entretien. C'est important d'acheter des portefeuilles avec des profils de cédants ou à des profils de cédants qui vous correspondent un peu. C'est super important. Quand j'étais jeune, il y a longtemps, quand on achetait une voiture, quand j'étais jeune et vigoureux, j'achetais une voiture et je me disais, waouh, je vais l'acheter à une personne d'un certain âge qui n'a pas beaucoup roulé et qui a conduit pépère. Le problème, c'est que au bout de 2 mois, vous avez esquinté la voiture parce que vous roulez comme un petit fou et que le papy, lui, il roulait à allure réduite. Donc c'est super important de le savoir. J'emploie aussi une autre image, c'est de dire un portefeuille de chasseur, peu ou prou, on essaie d'éviter de le céder à un vegan. C'est volontairement gros comme trait, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est-à-dire que vous avez les clients, vos clients vous ressemblent. Et donc, quand vous allez le céder, ou l'acquérir, il est toujours important de voir la relation qu'on a. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes principes? C'est un élément clair qui permet de stabiliser le portefeuille assez rapidement. Alors, préconisez-vous un séquestre pour l'achat de petits portefeuilles en raison du montant? Alors, le séquestre, la plupart du temps, il est refusé pour les petits portefeuilles parce que d'abord, il a un coût, puis surtout, il est bloqué 4 mois. Pardon, 4 mois. Donc, pour les petits portefeuilles, non. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, de proposer un paiement de l'ordre de 20% au bout de 6 mois, c'est un petit portefeuille, ou 1 an si le portefeuille est un peu plus gros. Ça vous permet, sur les petits portefeuilles, d'avoir fait tout le tour. Donc, s'il y a un paiement en décalé, ça devrait apporter de la sérénité. Alors, une question sur la valeur du portefeuille. Donc ça, j'ai un peu répondu plusieurs fois sur la valeur d'un portefeuille. Ça va être la qualité des fournisseurs, la qualité des CSP. Alors, c'est pas qu'il y a certaines CSP qui sont mieux valorisées que d'autres. C'est surtout, est-ce qu'il y a une cohérence dans les CSP et est-ce qu'il y a une cohérence de moi qui veux acheter ce portefeuille donc dans mes process et dans les produits que je vends et les CSP que j'ai en face dans le portefeuille. Parce que sans ça, il risque d'y avoir un schisme. Donc, et surtout, la qualité aussi du mode de production. Ça rentre souvent en ligne de compte sur la qualité du transfert que l'on fait de son portefeuille.
Juste sur la valeur de portefeuille, je reviens à la question précédente, mais on peut vous allez bientôt avoir sur Netbox Service un outil d'évaluation, un petit formulaire d'évaluation qui va vous permettre de nous demander une évaluation pour un portefeuille. Donc, c'est Netbox Service fera la communication en son temps, mais ils seront les tout premiers à avoir ce service sur leur plateforme. Donc, n'hésitez pas à vous connecter régulièrement dessus, parce que ça bouge beaucoup au niveau des nouveaux services. En tant qu'acquéreur, dois-je refaire signer les RGPD au nom de mon cabinet à tout le portefeuille cédé, ou les RGPD du cabinet cédant font foi? Alors ça, au moment de la cession, c'est fait parce que vous l'avez si vous conservez les mêmes pratiques. Donc vous conservez le même registre de traitement. Petit à petit, au fur et à mesure de la visite auprès des clients, de toute façon, ça fera partie des éléments à vérifier. RGPD et DDA, de toute façon. C'est une recommandation, quoi qu'il en soit. Le RGPD, c'est vos habitudes de traitement. C'est vous. Donc, si vous êtes au clair sous le même format que le précédent, ça tiendra le temps d'aller voir la totalité du portefeuille. Mais le RGPD, vous avez raison de vous focaliser là-dessus, c'est un élément clé de différenciation des portefeuilles de courtier. Alors, faites-vous le portfolio staging? Oui, bien sûr. On s'en occupe et c'est une de nos activités principales. C'est-à-dire que parfois on vient nous voir, on dit j'ai un portefeuille à vendre, est-ce que je peux le publier sur Assurdeal? On dit il y a des aspérités un peu partout. Prenons 6 mois, on fait ensemble le boulot, ou 3 mois, on fait ensemble le boulot et on le présente au mieux. Et voilà ce que vous allez pouvoir en tirer. Et nous, on sera rassurés d'avoir rendu un portefeuille plus propre. Propre, c'est avec les crochets. L'idée, c'est que vous ayez, que vous tiriez le maximum de votre portefeuille et que vous, en le vendant, vous n'attiriez pas les ennuis derrière en ayant des plaintes sur la qualité du portefeuille. Alors, faites-vous les associations ou joint venture? Dites-moi, si vous pouviez sur la partie question me préciser, faites ici, je vois. Faites-vous les associations ou joint venture? C'est quoi? Est-ce qu'on vend les portefeuilles de groupements ou d'associations, ou est-ce qu'on met en place ce genre de choses? Alors, peut-on acheter un portefeuille avec un crédit sur une durée longue, 10 ou 15 ans? Non. C'est 7 ans. 7 ans pour avoir déjà un financement, c'est compliqué à avoir. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus compliqué du fait des sécurités qui se sont envolées sur les risques qui étaient à l'époque sécurisés, comme l'emprunteur ou la santé. Donc non, 7 ans, c'est la durée de crédit retenue systématiquement. On analyse, on regarde les questions. Il y a des personnes qui ont posé des questions en mode public et du coup, c'est les données, c'est là. Hein. Donc les données clients, des anciens clients redevenus prospects sont-ils dans le prix ou sont-ils vendables? Ah ben, ils font pas vendre, ils sont pas vendables. Elles ne sont pas vendables. C'est clair. Si je cède mon portefeuille d'un salon de la traité, alors. J'ai créé une alerte sur Assurdeal depuis quelques temps pour région parisienne, mais très peu d'annonces. Peut-on Oui, c'est même recommandé. N'hésitez pas à me solliciter parce que entre temps, effectivement, il y a ceux qui passent sur le site et puis une fois qu'on se sera parlé, une fois qu'on aura établi une stratégie,
à ce moment-là, on sera en capacité de vous appeler directement pour vous faire des propositions. Je dis, on fait 15% sur le site à peu près de transactions. Comment nous contacter? On va vous envoyer, on va envoyer à tous les participants mes coordonnées. Comme ça sera le plus simple. Les anciens clients redevenus prospects sont-ils dans le prix? Non, ils ne sont pas valorisables parce qu'ils ne sont pas cédables. Ils ne sont plus clients, s'ils ne sont plus clients, notamment depuis un an, vous n'avez pas le droit de les récupérer ou de les céder. Ah, j'ai envie de céder en association ou crédit vendeur. Oui, ah, les associations, d'accord. Ok. Oui, oui, ça oui, on peut parler pour votre souhait de céder en association au crédit vendeur. Parlons-en. Avant, tu es juridiquement sur un portefeuille de contrat ou un portefeuille de clients. Ah, ça, c'est une très très bonne question, merci. En fait, c'était un élément que j'avais prévu de publier d'ailleurs, d'évoquer dans mon intervention. On ne sait pas ce qu'on achète en fait la plupart du temps. On a l'impression d'acheter des clients ou des contrats. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. On achète uniquement la relation du courtage, c'est trois parties. Vous avez la compagnie, le client et l'intermédiaire. Voilà. Donc, en l'espèce, le courtier. Donc, ce que vous vendez, c'est le droit de visite du client. C'est ça. Et le droit à commission. Donc, le droit de visite du client, vous le cédez, c'est vis-à-vis du client, mais le contrat appartient à la compagnie. Ça, les courtiers, pour la plupart, ne le savent pas. Mais effectivement, le contrat appartient à la compagnie. Le courtier, lui, détient les droits à commission liés à ce contrat. Donc, c'est super important de comprendre que vous allez acheter deux choses, la possibilité de visiter ce client pendant qu'il est client, et deux, la possibilité de percevoir, si la compagnie vous agrée, des commissions liées au contrat du dit portefeuille. C'est un élément clé. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je suis passé dessus trop vite. Quand vous analysez un portefeuille à l'achat, généralement, vous contrôlez systématiquement les documents de session, de production, tous les protocoles de production que les gens ont avec les assureurs. Les courtiers ont avec les assureurs. Par contre, vous ne vérifiez jamais si le courtier a fait son job, c'est-à-dire a recueilli au niveau du client le droit de visite. Ça, c'est un élément déterminant pour prouver justement le lien qu'il y a sur le deuxième pilier, droit à commission, droit de visite. Alors, effectivement, oui, je rappelle aussi que Netvox fait bénéficier de ses courtiers partenaires d'une remise de 10% sur les frais de transaction. Quand vous achetez un portefeuille sur Assurdeal, en venant de chez Netvox Service, vous bénéficiez d'une ristourne de 10%, et c'est pas neutre. Dans quel cas la compagnie peut s'opposer à l'agrément de l'acheteur? Alors, il ne peut pas s'opposer à l'agrément de l'acheteur, il peut s'opposer à l'ouverture d'un code. Alors, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, effectivement. C'est si la compagnie peut vous ouvrir un code de gestion, si elle ne veut pas que vous opériez sur les ventes en son nom, elle peut vous ouvrir juste un code de gestion pour héberger les contrats. Mais c'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, on sait que les plus grosses compagnies d'assurance ne veulent plus travailler avec le courtage de proximité, et donc incitent les courtiers à aller plutôt vers les courtiers grossistes. Okay. Alors, sur votre site, il n'y a pas de portefeuille à vendre. Y a-t-il un accès sécurisé? Je crois qu'il est resté un. Il y en a un deuxième qui arrive, un autre qui arrive demain matin. Et en fait, contactez-moi. Envoyez-moi par le biais du site. Vous avez sur la droite un petit chat. Vous m'envoyez un message
et on me fera, on me le transmettra. N'hésitez pas et on rentre en contact, on se téléphone demain et on aborde le sujet pour que vous ayez votre portefeuille au plus vite. C'est tout. Eh bien, écoutez, en tous les cas, un grand merci à tous d'avoir participé et été très actifs sur ce premier webinaire Netbox Service. Donc, toujours Guillaume Robert, Assurdil. Un grand merci à Netbox et à ActuSite pour l'organisation de ce direct. Et j'espère qu'on en fera plein d'autres. J'attends maintenant que vous me contactiez au travers du site. Hein, vous avez un formulaire de contact ou un chat, un petit onglet à droite quand vous êtes en mode PC. N'hésitez pas et surtout, votre portefeuille est un organisme vivant. Vous devez l'entretenir en achetant, en vendant. Vous devez lui couper les branches mortes pour lui redonner de la sève. Merci à tous. Excellente fin de journée. Au revoir.